Une culotte Haya, c'est une culotte menstruelle, donc c'est une culotte de règles lavable et réutilisable qui a une durée de vie d'au moins 5 ans. La particularité, c'est que c'est une culotte avec laquelle on n'a pas besoin de mettre de protection hygiénique, donc de garniture. C'est intégré. En gros, ça se présente ainsi. Je suis quelqu'un qui est assez engagé et je suis très touchée quand je vois, par exemple, que les industriels, souvent occidentaux, apportent des produits sur les marchés africains parce qu'il n'y a pas de régulation et on vend un peu n'importe quoi. Et moi, il était super important pour moi de développer un produit que j'ai envie d'utiliser. Et aujourd'hui, je suis ma première cliente. Je viens d'une famille où les gens sont plutôt clairs de peau. On me disait est-ce qui est la petite foncée. J'entendais des trucs du genre ah, tu serais claire comme ta mère, tu serais belle. Et forcément, ça joue aussi dans la confiance d'un enfant. C'est pas parce qu'une femme est claire qu'elle est belle. Oui, moi, ça m'a affectée en quelque sorte parce que j'avais intériorisé quand j'étais petite que être foncée, c'est pas être belle, tu vois. Et c'est en France que j'ai compris que je me suis considérée belle. Kaltouma Dadi, promotrice de Haya pour le Nzam Post. Alors tout d'abord, on est content de te recevoir, merci. Ravie d'être là également. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors moi, je m'appelle Kaltouma Dadi, j'ai 39 ans, je suis franco-tchadienne, je suis née et j'ai grandi au Tchad et je suis partie vivre en France quand j'avais 16 ans. Sinon au Tchad, j'ai été à l'école à Tilam, dont j'en garde des très bons souvenirs. Ma famille est essentiellement originaire du nord du Tchad, le BET, et puis j'ai vécu un petit peu dans le sud du Tchad quand j'étais toute petite, donc je crois que j'ai fait la maternelle là-bas. Tu as grandi dans quel genre de famille? Combien de frères et sœurs? Alors, je suis l'aînée de ma mère et de mon père et mes parents ont divorcé quand j'avais 1 an. Donc, j'ai 6 frères et sœurs du côté de mon père et j'ai 4 frères et sœurs du côté de ma mère. Je ne sais pas si on peut parler d'une famille recomposée, mais voilà. Donc, j'ai grandi un petit peu avec mon père quand j'étais petite, après avec ma grand-mère et à partir de l'âge de 12 ans avec ma mère. Comment tu te décrirais toi-même en quelques mots? Je dirais que je suis quelqu'un... Alors, j'aime bien rigoler. J'aime bien quand c'est léger et à côté de ça, je suis quelqu'un qui est très déterminée, très sérieuse. Quand j'ai un truc en tête, je fais tout pour le réaliser. Et j'aime bien aussi que les gens respectent leurs engagements. Moi, quand je donne une parole, je fais tout pour la respecter et j'attends exactement la même chose des autres. Et à côté de ça, je suis quelqu'un qui est assez sensible. Si tu te mets à pleurer là, je vais pleurer avec toi. J'ai beaucoup d'empathie en fait et parfois, il faut savoir se protéger. Donc, c'est tout ça à la fois. C'était quoi tes rêves, toi, de petite fille? Je rêvais d'être ambassadrice ou avocate. Surtout ambassadrice, parce que chez mes grands-parents, on avait une voisine qu'on appelait Amsala. C'est une dame que j'aimais beaucoup, paix à son âme. Elle avait un poster chez elle, Bintou Maloum. Quand tu entrais chez elle, tu avais ce poster de cette très belle femme qui avait beaucoup d'allure et tout. Et je lui ai demandé qui c'était et elle m'a dit que c'était quelqu'un avec qui elle était apparentée. Enfin, je me rappelle plus exactement c'est quoi le lien. Et elle m'a dit qu'elle était ambassadrice. Donc j'ai demandé à mon grand-père si il connaissait Bintou Maloum. Il m'a dit que c'était la première femme ambassadrice du Tchad et je lui ai dit que je voulais être comme elle. Donc voilà, c'était mon tout premier modèle de réussite, je dirais. Voilà, donc. Tu vis en France depuis tes 16 ans, tu y as construit ta vie. Comment tu es arrivée là-bas au départ? Au départ, ce n'était pas du tout pour y vivre. On est parti juste pour les vacances. En fait, ma mère, elle a vécu un moment en France, elle est rentrée au Tchad et donc on était parti en France juste en vacances. Et pendant qu'on était là-bas, malheureusement, on a appris le décès de mon père. Lui ne voulait pas à la base que je vive en France et quand on est parti à ce moment-là, on a appris le décès de mon père et ma mère a décidé qu'on restait vivre là-bas. Et du coup, j'ai fait tout mon lycée, mes études supérieures. Ensuite, j'ai entamé ma carrière là-bas jusqu'à ce que je décide de tout arrêter et revenir fonder Haya. On va en profiter pour que tu nous parles un petit peu de ton parcours avant Haya. Mon parcours avant Haya, alors donc moi j'ai un master en ressources humaines et ensuite j'ai commencé à travailler dans différents secteurs en France dans les ressources humaines et puis je me suis orientée vers le conseil. Donc ça fait 1 an que j'ai arrêté pour me consacrer à Haya, mais les 8 dernières années qui ont précédé Haya, j'étais consultante en recrutement, donc j'étais chasseuse de tête en finance, donc je travaillais pour des directions financières dans le secteur de la banque, l'assurance et pour les sociétés d'investissement. Donc je faisais du recrutement de profils top et middle management. Tu es mariée à un Français, dans une famille conservatrice tchadienne. Comment s'est passée cette annonce? Ça s'est plutôt bien passé. En fait, je viens d'une famille ce qu'on peut appeler conservatrice au Tchad, mais qui est une famille assez classique finalement. Et du côté de de ma mère, pardon, je viens d'une famille métissée, donc il y a beaucoup de mélanges. J'ai une grand-mère qui est métisse française. Je suis aussi,
Ils sont Gourane, Zahawa, Arabes, il y a un peu de tout. Et toute la famille est mélangée avec un tas d'ethnies tchadiennes ou étrangères. Ça posait pas forcément de problème. Ma mère, ce qui l'intéressait, elle, c'était plutôt de savoir que je choisis de faire ma vie avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi, que ce soit quelqu'un de bien et qui va bien me traiter, grosso modo. Et du côté de mon père, j'appréhendais un peu plus. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et je pense aussi que parce que je me suis mariée assez tard. Il fallait que je me marie, donc ils n'ont pas été très exigeants, je dirais. Mais sinon, c'était pas aller se marier avec un Goran ou un Zahawa, voilà. La semaine dernière, tu as officiellement lancé Haya au Tchad. Pourquoi tu as décidé de revenir, de lancer ta marque également ici? Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? C'est un projet que j'avais en tête depuis un bon moment. Moi, je suis utilisatrice des culottes menstruelles à titre personnel depuis 6-7 ans maintenant. Et je les ai utilisées à la base plus par souci écologique et économique aussi, parce que je suis atteinte d'adenomiose. Donc, c'est une maladie utérine qui ressemble un peu à l'endométriose. Et mon symptôme principal, c'est que je saigne énormément et j'ai des règles très douloureuses. Et donc, ça fait que je consommais beaucoup de protection hygiénique. Et donc, je générais aussi beaucoup de déchets. Et j'ai décidé, quand j'ai entendu parler des culottes menstruelles, donc j'ai commencé à les utiliser en France. Et je me suis tout de suite dit, c'est un produit vraiment qui a sa place pour les réalités du Tchad. Et moi, j'ai eu mes premières règles au Tchad à l'âge de 15 ans, hein, juste un petit peu avant qu'on parte en France. Et vraiment, j'avais beaucoup de difficultés à gérer et je savais pas que ce que je vivais était pas normal. Et donc, j'avais des protections qui étaient pas efficaces, ce qu'on achète, voilà, les marques, toutes les filles connaissent. Et du coup, je voulais aussi quelque chose de performant et je me suis dit, ça serait bien que quelqu'un le fasse. Donc ça, c'était à 5-6 ans. Je venais d'avoir une promotion sur mon poste à Paris et je me suis juste dit, ça serait bien que quelqu'un le fasse et ça serait bien que ça soit une femme tchadienne ou une femme africaine qui le fasse. Et puis, personne l'a fait. Mais je l'ai gardé un peu dans un coin de ma tête, mais je me disais pas que ça serait moi qui viendrais le réaliser, ce projet-là. Et ensuite, j'ai eu mes enfants et quand j'étais enceinte de ma fille, je sais pas pourquoi, mon fils, j'ai pas eu de questions forcément posées, mais quand j'étais enceinte de ma fille, je me suis posé des questions sur ce que j'avais envie de lui transmettre, de ce que moi j'ai reçu dans mon éducation, un peu faire le tri de ce que j'avais envie de garder et laisser. Et finalement, je me suis rappelée aussi de cette histoire de règles, de ce que j'ai vécu. J'en parlais pas et je me suis sentie assez mal. Pourtant, j'ai une mère qui est très ouverte d'esprit, avec qui je pouvais parler, mais je n'osais pas lui parler parce que quand j'ai eu mes règles, je me suis mise à pleurer. Et on m'a dit, mais va le dire à ta mère. ma cousine et ma tante m'ont dit ça. Je lui ai dit non, je lui dirai pas. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et du coup, ça faisait aussi partie des choses qu'on m'avait transmises indirectement parce que personne m'a dit c'est mauvais, c'est sale. Mais moi, je l'avais intériorisé à force de ne pas en parler. Et donc, je me suis rappelée de ce truc-là et je me suis dit, en fait, je vais lancer une marque de culottes menstruelles et je vais en profiter aussi pour déconstruire les tabous autour de ce sujet. Puisque tu vis en France, tu aurais pu tout simplement rester en France, lancer ta marque, gérer Haya. Et pourquoi tu as choisi d'être là physiquement? Moi, je pense que quand on entreprend et qu'on a envie de bien faire les choses, il faut être sur le terrain, suivre son projet. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire les choses aussi par moi-même et donc c'était important pour moi. Ce projet-là, je le fais aussi avec ma mère qui est ma responsable juridique et aussi gérante ici quand je suis pas là. Mais toute la dimension marketing, communication, stratégie, etc., c'est moi qui la gère et parfois il faut aussi venir sur place et rencontrer les gens aussi et c'est beaucoup plus simple en fait. Moi, je ne crois pas au fait qu'on gère un business comme ça à distance. Voilà. Je nous parlais de ta famille, tes enfants, ton mari. Comment ils ont réagi à ce choix? Les enfants sont tout petits. C'est vrai. Mon mari, je lui ai annoncé que je voulais lancer Haya sur un coup de tête comme ça. En fait, je réfléchissais à ce truc-là depuis quelques temps. Et un jour, on est dans la voiture, on se gare et avant de descendre, je lui dis je veux te dire quelque chose. Je veux créer une marque de culottes menstruelles au Tchad. Il m'a dit ok, c'est bien. Et pourquoi tu veux ça? Et donc, on est resté pendant 1 heure dans la voiture. Il me challengeait et en fait, finalement, il m'a dit c'est une super idée, faut que tu le fasses absolument. Donc voilà. Puis le lendemain, j'ai appelé ma mère directement pour lui dire maman, je veux faire ça. Et elle m'a dit, c'est une super idée, je t'encourage à le faire, mais comment tu vas parler de règles au Tchad? Du coup, à partir du moment où ma mère m'a challengée sur le fait que c'était tabou, j'ai cherché un moyen justement de parler de ce sujet-là, de façon à ce que ça ne soit pas quelque chose de tabou. Et je me suis dit, ça va passer par le nom. Et à la base, je voulais prendre un nom
joli d'une fille, je sais pas, ça pouvait être Safia, Lamia, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et finalement, je me suis dit non, en fait, il faut un nom symbolique. Et j'ai commencé à réfléchir à un type de nom avec ma mère, mes sœurs. Et finalement, je leur ai dit, moi, je veux quelque chose qui vienne rappeler la fonction première des règles. Et les règles, chaque être humain aujourd'hui sur Terre existe parce que une femme a eu ses règles et elle a donné la vie. L'humanité existe aussi grâce au fait que les femmes ont leurs règles. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'appeler la vie? Mais la vie, c'est bizarre. Donc, je voulais quelque chose qui soit beau. Et puis, je suis passée sur Hayatna. Finalement, je me suis arrêtée sur Haya, juste la vie. Et voilà. C'est beau en tout cas. Si ta famille maternelle, ton mari, si tout le monde en France l'a bien pris, comment est-ce que la famille paternelle l'a pris? J'en ai parlé à mes sœurs, à mon oncle, et il m'a dit franchement c'est bien, ma famille paternelle aussi. Ils sont assez ouverts d'esprit, c'est juste que sur des questions de mariage, tout ça, ils sont un peu, pas forcément conservateurs, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de familles au Tchad où voilà, on veut rester dans son ethnie, dans sa région, etc. Mais sinon, on encourage l'éducation des filles, on encourage à ce que les filles se réalisent d'elles-mêmes, qu'elles fassent des études, etc. Et j'en ai parlé à un de mes oncles avec qui je suis assez proche et il m'a dit que c'était une super idée. Il m'a encouragée aussi, honnêtement, à toutes les personnes à qui j'ai parlé dans mon entourage, ils m'ont tous encouragée. Et en France, j'en ai parlé à une amie qui bosse dans le marketing et la communication et je sais qu'elle bosse sur des gros projets de stratégie, etc. Et je l'ai appelée pour lui dire voilà ce que je veux faire, etc. Et elle m'a dit je vais regarder ce qui se fait en Afrique et elle m'a dit c'est une super idée et tu vas être la pionnière et il faut que tu fonces quoi. Donc voilà. Tu as eu des messages qui t'ont touché, qui t'ont confirmé que ouais, j'ai eu raison? Oui, effectivement, j'ai eu une cliente dès le départ qui m'a dit voilà, j'ai essayé un de vos modèles et vraiment je me sens super bien. Et en fait, on a beaucoup de retours comme ça et moi je vais vers mes clientes aussi pour leur dire voilà, est-ce que vous avez eu le temps d'essayer, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est hyper important de recueillir des retours et aussi faire évoluer le produit si jamais il y a besoin de le faire évoluer. Alors concrètement, c'est quoi une culotte Haya et comment expliquerais-tu le produit à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler ne serait-ce que du concept? Une culotte Haya, c'est une culotte menstruelle, donc c'est une culotte de règles lavable et réutilisable. Qui a une durée de vie d'au moins 5 ans. La particularité, c'est que c'est une culotte avec laquelle on n'a pas besoin de mettre de protection hygiénique, donc de garniture. C'est intégré. En gros, ça se présente ainsi. Et donc, tu as la protection qui est déjà intégrée. Il y a 4 couches de tissu. Donc, on a la culotte en elle-même, l'enveloppe, donc qui est faite en fibre de bambou. Donc, on a fait le choix d'utiliser des matériaux qui vont être adaptés au climat local. Donc, en cas de chaleur, c'est un matériau qui est très respirant. Et la partie qui est au contact de la peau. Donc là, c'est du coton biologique. Le coton, naturellement, est antibactérien et hypoallergénique. Donc pour éviter justement les irritations, parfois, il y a des femmes qui peuvent avoir des infections, des mycoses à cause des protections hygiéniques qui sont faites à partir de plastique. Et aussi, par exemple, la couleur blanche, c'est blanchi au chlore. Il y a un tas de produits chimiques. En fait, c'est une constitution de choses pas naturelles, on va dire ça comme ça. Et donc l'idée, moi, c'est de proposer quelque chose qui soit sain pour le corps et éviter les infections, etc. Et en dessous, on a une deuxième couche de tissu qui est le matériau absorbant. Donc ça, c'est un tissu technique qui a comme fonction de capter le liquide et de le sceller. Et comme ça, on n'a pas de sensation d'humidité. Et il y a une autre couche qui est la couche anti-fuite, donc imperméable, et ça empêche la fuite de passer. Et il faut savoir aussi que les culottes menstruelles, elles sont conçues aussi pour capter les fuites urinaires, parce qu'il y a des femmes, même des mamans, des grands-mères, qui ont des problèmes de fuite urinaire. En fait, c'est censé absorber tout type de liquide. Maintenant, c'est pas pour les incontinences, mais c'est pour les femmes qui ont des fuites légères ou modérées, parce qu'il y a des femmes qui, après l'accouchement, elles peuvent avoir des problèmes, etc. Donc si je comprends bien, c'est économique, c'est écologique, mais c'est aussi meilleur pour la santé. Exactement, c'est meilleur pour la santé, c'est plus confortable aussi. Et aussi pour les adolescentes, c'est hyper important parce qu'on est toutes passées par là. On te donne une serviette, tu sais pas comment trop la mettre, tu as peur des fuites, etc. Sauf que là, nous, justement, on a pensé à ce truc-là.
le stress des fuites. Donc souvent, les serviettes hygiéniques, elles sont pas très larges, pas très longues. Du coup, j'ai décidé d'étendre la zone de protection jusqu'en haut à l'avant et jusqu'en haut à l'arrière pour éviter justement que les gens stressent si tu te couches sur le ventre, sur le dos, que tu n'aies pas de fuite à l'avant ou à l'arrière. Voilà. Et pour une petite adolescente, une jeune fille aujourd'hui, les filles, elles ont la règle de plus en plus tôt parce que notre mode d'alimentation a changé. Aujourd'hui, et les filles, elles ont leur règle à 10 ans. Et l'idée, c'est de lui filer juste ça. Elle l'enfile. Et quand c'est rempli, elle l'enlève, elle la lave, elle la sèche, elle la réutilise. Il n'y a pas de stress de gestion derrière des protections hygiéniques. En fonction de ton flux, tu peux le porter jusqu'à 8 heures, mais tu peux le porter aussi jusqu'à 24 heures. Par exemple, la plupart des femmes, elles ont le premier jour des règles, normalement, elles ont un tout petit peu de sang. Le deuxième 3 jours, c'est là où on a beaucoup de sang qui coule. Là, tu peux l'utiliser 6 heures, 8 heures, en fonction de toi. Quand tu sens que c'est rempli, tu l'enlèves, tu le laves. Mais normalement, c'est censé, pour une fille qui a un flux abondant, elle est censée tenir au moins 6 heures dedans sans aucun problème. Et les jours où tu as moins de flux, par exemple, le 5e, 6e, 7e jour, tu peux le porter 24 heures si tu as envie de porter 24 heures. Tu me parles de 24 heures, 6 heures, 8 heures. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'odeur? Il n'y a pas de problème d'odeur et de sang, justement. Le sang ne sent pas, n'a pas d'odeur. Et en fait, ça sent parce que les protections hygiéniques, quand tu as le sang qui vient dessus, et vu qu'il y a des produits chimiques, ça macère et ça pue. Et là, comme c'est des tissus, c'est des matériaux naturels, le coton, etc., ça ne pue pas, au contraire. Alors maintenant, parlons de la vente, de la distribution ici à N'Djamena, le prix peut-être? Donc on a 2 niveaux de flux. On a 3 modèles à flux abondant. Donc normal à abondant, et on a un boxeur flux très abondant. Nous, on les vend en direct. Si les gens nous appellent, ils commandent, on les livre. On les vend à 13 000 les flux abondants et 16 000 le boxeur flux très abondant. Et nos partenaires, ils les vendent à 15 000 et à 18 000. Aujourd'hui, nos partenaires, c'est la pharmacie du Béguinage, pharmacie de la clinique Merci AZ et Modern Market. Et pour celles qui malheureusement n'ont pas les moyens? Alors pour celles qui n'ont pas les moyens, malheureusement, le Tchad, c'est un pays où les gens ont un niveau économique qui est ce qu'on connaît. On fait des partenariats avec des associations, on essaie aussi d'obtenir des partenariats avec des ONG. On appelle aussi les pouvoirs publics à collaborer avec nous. Là, on a fait un premier partenariat avec une association locale qui s'appelle AFED. Donc, c'est l'association des femmes pour l'entraide et le développement. Ils nous ont commandé 3000 culottes menstruelles qu'on va distribuer à 1000 jeunes filles dans le Canem. Donc, à la rentrée prochaine, c'est à destination de collégiennes et lycéennes dans le but de les maintenir à l'école parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres exacts sur le Tchad, mais il y a des chiffres, par exemple, sur l'Afrique subsaharienne où on parle de 60% le taux de précarité menstruelle qui touche les femmes dans cette zone-là. Et le Tchad, on connaît son classement économique aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'à ce stade de l'existence de Haya, tu as reçu des témoignages de clientes qui t'ont marqué ou des histoires qui te rappellent pourquoi tu as créé cette marque? C'est surtout des filles qui ont des règles très abondantes et qui me disent voilà, je suis contente aujourd'hui d'avoir une protection efficace dans laquelle je me sens bien et surtout avec cette chaleur. Et donc oui, on a régulièrement des témoignages et moi-même, j'étais utilisatrice d'autres culottes menstruelles. Aujourd'hui, j'utilise que les miennes. Et moi, il était super important pour moi de développer un produit que j'ai envie d'utiliser. Et aujourd'hui, je suis ma première cliente. Entreprendre en tant que jeune Tchad à N'Djamena sur un sujet aussi tabou, comme tu l'as dit plus tôt, quels sont les obstacles que tu rencontres au quotidien? Aujourd'hui, je dirais que l'obstacle principal, ça pourrait être il n'y a pas vraiment d'e-commerce au Tchad. Et en fait, on passe beaucoup de temps à gérer les commandes. Il faut faire des SMS avec les gens. Si on avait un site internet où tu cliques, tu commandes ton truc et ensuite tu as le service client qui reçoit, qui prépare la commande, qui livre. Là, il y a vraiment plein d'étapes et ça, c'est chronophage, quoi. Je dirais que l'obstacle principal, ça serait ça. Depuis combien de temps Haya existe concrètement? On a commencé la commercialisation le 8 mars dernier. Donc les clients peuvent commander que depuis le 8 mars et depuis mi-avril, on est dans nos points de vente partenaires aujourd'hui. On est en pourparlers avec des nouvelles pharmacies et on essaye aussi de trouver des partenaires pharmaciens en province, dans des grandes villes type Moundou, Sar, Abéché, etc. Depuis le 8 mars, est-ce qu'il y a des moments où tu as failli tout arrêter? Absolument pas, mais peut-être avant, parce que Haya a vu le jour le 8 mars, mais c'est un travail de... Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi
que je me suis consacrée au développement de Haya et il y a eu une phase dans la phase de prototypage où j'ai commencé à développer mes produits, phase test, etc. J'ai réalisé des prototypes chez un fabricant et c'était pas du tout le niveau de qualité que j'attendais et j'ai commencé à douter, à me dire peut-être que tu vas pas y arriver et il était hors de question pour moi de vendre quelque chose qui n'était pas au point. Je suis quelqu'un qui est assez engagé et je suis très touchée quand je vois par exemple que les industriels, souvent occidentaux, apportent des produits sur les marchés africains parce qu'il n'y a pas de régulation et on vend un peu n'importe quoi. Et en fait, je refusais, moi en tant que femme tchadienne, de vendre un produit merdique, entre guillemets, au Tchad. Et donc, j'ai eu un peu peur de ne pas arriver justement à avoir quelque chose qui soit quali, etc. Et en fait, j'ai pas lâché. Et finalement, le produit aujourd'hui qui est sur le marché et qui est en tout cas à la hauteur de mes attentes. Alors, tu as un pied en France, un pied au Tchad. Est-ce que c'est un avantage pour ton entreprise ou un handicap? Je dirais que c'est plutôt un petit inconvénient. Maintenant, la chance que j'ai, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'ai ma mère sur qui je peux m'appuyer, en qui j'ai totalement confiance, qui est très réactive, qui a travaillé en France. Donc, elle me connaît, elle connaît mon niveau d'exigence et donc je peux vraiment m'appuyer sur elle. Maintenant, j'aurais aimé être aussi là plus longtemps quand je viens. J'ai le projet de venir vivre au Tchad peut-être dans 2-3 ans à voir. Aujourd'hui, c'est le seul petit inconvénient, mais pour l'instant, ça roule. Quelle est ta plus grande fierté dans ce parcours jusqu'ici? Je dirais que d'avoir persévéré, de ne pas avoir lâché. Le mot qui te définit le plus en ce moment? Penseuse. Ce qui te manque de France quand tu es au Tchad? La connexion Internet. Quand je suis en France du Tchad, l'amitié je rigole, la famille. Ta plus grande fierté? De ne jamais lâcher. Quand j'ai un truc en tête, je fais toujours en sorte de le réaliser. Parler ou agir? Agir. Convaincre ou ignorer les critiques? Ignorer les critiques, surtout quand elles sont malveillantes. La chose que tu ne referais plus dans ton parcours? Il n'y a rien que je ne referai pas parce que parfois on fait des choses qui s'avèrent être des échecs et finalement, avec du recul, ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Donc moi, je considère qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Tu apprends toujours quelque chose des erreurs que tu as faites. Si Haya était une personne, comment serait-elle? Elle serait bienveillante, comme une grande sœur qui nous rassure. Elle serait confortable, comme les bras de sa maman ou de sa grand-mère. Et maintenant, si on devrait retenir une seule chose de Kaltoum Haddadi, ça serait? La détermination. Est-ce que tu as un message pour les femmes tchadiennes qui ont une idée peut-être qui sort de l'ordinaire, mais qui ont peur du regard de la famille, de la société, de la communauté? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je dirais qu'avoir peur, c'est normal. Avoir des doutes, c'est normal. Mais quand on a une conviction profonde et qu'on a quelque chose en tête et on est persuadé que c'est quelque chose de bien, bah, il faut le faire, il faut le tenter parce que regretter, c'est pire que tout en fait. Vaut mieux essayer, échouer et au moins tu l'as essayé que ne pas le faire et te dire après mince, j'aurais dû le faire. Donc je pense que quoi qu'il en soit, je conseillerais toujours d'oser. Et aux femmes qui hésitent encore à essayer Haya et qui trouvent ce sujet gênant? Bah, je dirais la gêne, c'est de vivre dans l'inconfort, de payer trop cher, de continuer à persister à utiliser des produits qui sont mauvais pour son corps. Je dirais qu'aujourd'hui, une serviette hygiénique jetable versus une culotte menstruelle, le choix, il est vite fait. À la petite Kaltouma qui a eu ses règles abondantes à 15 ans ici au Tchad avant de partir en France, qu'est-ce que tu lui dirais toi aujourd'hui? N'aie pas peur, ne garde pas ça pour toi, va parler à ta mère, à ta tante, va consulter. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé pour moi et à 17 ans, j'ai eu une anémie chronique. Je me suis évanouie 2 fois. Je me rappelle que on t'appelle aussi Eski. Est-ce que toi, quand tu étais petite, ça t'a perturbée? Non, ça m'a pas perturbée, mais ça voulait aussi dire je viens d'une famille où les gens sont plutôt clairs de peau. Et moi, j'étais la première, enfin du côté de ma mère, en tout cas du côté de mon père, les gens sont tous comme moi, mais du côté de ma mère, comme ils sont issus d'une famille métisse, bah, les gens étaient plutôt clairs de peau et c'était clairement du colorisme. On me disait Eski, la petite foncée, j'entendais des trucs du genre ah tu serais claire comme ta mère, tu serais belle. Et forcément, ça joue aussi dans la confiance d'un enfant. Et aujourd'hui, il faut aussi arrêter de, tu vois, une femme, c'est pas parce qu'une femme est claire qu'elle est belle. Même c'est subjectif en fait. Je peux trouver quelqu'un beau et pas toi. Finalement, qui définit ce qui est beau et ce qui est moche, tu vois? Aujourd'hui au Tchad, c'est toujours le cas. On voit toutes les filles qui se dépigmentent la peau. C'est très malheureux parce que ça génère derrière des maladies très graves. Parfois on comprend pas,
des dérèglements hormonaux. Donc oui, moi ça m'a affectée en quelque sorte parce que j'avais intériorisé quand j'étais petite que être foncée, c'est pas être belle, tu vois. Et c'est en France que j'ai compris que je me suis considérée belle une fois en France, alors que c'est un pays où on est entouré majoritairement de gens qui sont blancs finalement, tu vois. Et la preuve, je suis restée noire. Maintenant, on arrive à la fin de cette longue interview. Je transpire. Y a-t-il un proverbe ou une citation dans la langue tchadienne de ton choix qui te plaît ou qui t'inspire? La langue tchadienne, à part l'arabe, je parle le Goran, donc je dirais un zone de bay. Ça veut dire il n'y a pas de mauvaise personne. Voilà, c'est quelque chose que ma grand-mère a dit souvent comme ça, en zone de bay, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, que voilà.